Maintenant, je demanderai à Nadia Duguay de nous parler d'Execo, hein, qui est un organisme d'innovation sociale que vous avez cofondé et co-dirigé. Puis nous parler bien sûr des dynamiques d'exclusion à l'œuvre dans certains milieux sociaux et voir un peu comment vous travaillez avec ça. Merci. Si vous êtes capable de le faire en 7 minutes. Ouais, ça, c'est le facteur difficulté. En fait, je devais vous expliquer, vous présenter nos activités, puis j'ai décidé ce matin à 6h30 de ne pas le faire. Alors, j'espère que vous allez apprécier l'expérimentation sur le vivre ensemble. Je vais le voir comme ça. Alors, j'ai longtemps réfléchi, en fait, à cette question, probablement toute ma vie. Et je crois qu'au fond, en fait, ce qu'il faut craindre avant tout, c'est l'ordinaire. Vous savez, ce moment où tout semble normal. Ce moment précis où, au final, on banalise les expériences, le vécu, mais surtout l'autre. Pour cet événement sur le vivre ensemble, j'en appellerai tout d'abord donc à l'extraordinaire, la différence, à l'étonnement, à la distinction des uns et des autres, celle qui provoque, celle qui écrit en nous par le choc. Parce que l'éveil sur la nécessité de l'autre passe avant tout par un point de rupture. Parce que tout commencement débute par un déclencheur et que l'étonnement est incroyablement fascinant pour son pouvoir d'apprentissage et de transformation. C'est l'émotion tangible qui nous rappelle que nous sommes nous-mêmes un être unique qui peut, lui aussi, créer la surprise chez l'autre. Dans ce monde, disons-le, un peu fade, parfois même falsifié, où on cultive la peur de la diversité, je me dis, non pas sans naïveté, qu'il faut transformer très profondément la raison même pour laquelle nous désirons vivre ensemble. Il faut l'aimer. Il faut la rechercher comme une chance unique de découvrir le monde sous un nouvel angle. Mais aussi, il faut se rappeler que c'est par la rencontre que nous-mêmes, nous sommes encore vibrants et vivants. Disons qu'il s'agit de la dimension poétique qui cherche à découvrir et à vivre ensemble dans la diversité, dans toute son ampleur, sa richesse, ses couleurs. La dimension philosophique, elle, m'amènerait à faire un plaidoyer pour tenter de démontrer que l'autre est tout simplement nécessaire, que sa rencontre est vitale à notre adaptation au monde contemporain. Comme nous n'avons qu'une seule perspective sur le monde, qui, elle, est construite à partir d'autant de faits que de préconceptions, d'autant de vérités tout aussi relatives et contextuelles les unes que les autres, et finalement à partir d'un point de vue situé que nous ne prenons que très rarement la peine de comprendre la provenance. Tisser les points de vue, c'est à la fois un art et une science. Execo, c'est ça qu'on tente de faire. On tente de faire résonner cette nécessité. Parce que lorsqu'on sent les choses, lorsque ça vibre si fort à l'intérieur de soi que nous n'avons plus de mots, c'est alors que la vraie recherche du vivre ensemble débute. Execo travaille d'abord à ouvrir des espaces d'échange, de savoir égalitaire, où ces questions sont directement abordées avec les principaux et les principales intéressés. Je dirais que le premier élément de notre réponse, c'est que nous ne savons absolument pas. Donc, la première réponse s'articule autour d'une posture, celle de l'humilité. Celle que non seulement nous ne savons pas, mais en plus, on ne peut absolument pas savoir seul. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher ensemble. Alors, nous ouvrons des zones de rencontre, de dialogue, mais aussi de recherche et développement, tournés à la fois sur une meilleure compréhension des mécanismes de l'exclusion, des différents phénomènes en transverse de ces mêmes formes d'exclusion et des meilleures voies d'accès et de participation citoyenne, intellectuelle et culturelle. Depuis 2006, nous travaillons à revoir l'assignation des places prédéfinies, où nous tentons de comprendre et contourner ensemble les freins et les obstacles qui nous empêchent d'être reconnus dans notre entièreté à la fois sensible et politique. Et ça, nous le faisons avec des milliers de personnes au travers le pays.
par l'art et la philosophie, mais surtout et avant tout par le pouvoir et l'extrême magnifique pouvoir des êtres à être des êtres pensants, créateurs et acteurs de leur propre transformation sociale. Pour nous, l'inclusion n'est pas synonyme d'intégration. L'intégration, c'est demander aux gens de se conformer aux normes environnantes, même si elle est évidemment importante dans certaines situations. Par inclusion, nous entendons plutôt comment nous pouvons toutes et tous nous associer afin de nommer, comprendre et renégocier ces mêmes normes. Inclure, c'est donc oser revoir notre conception du monde, c'est aussi perdre un peu de notre propre pouvoir individuel au profit du pouvoir collectif. C'est donc reconnaître les rapports de force en place. Inclure, c'est oser se regarder au travers un miroir critique, au-delà de notre propre recherche de reconnaissance. Mais pour le faire, nous avons le devoir de comprendre ce qui nous exclut les uns les autres, ce qui se cache derrière nos œillères collectives, nommer et disséquer les phénomènes communs partagés par les expériences de non-reconnaissance et d'effacement de certains au profit des autres. Un des phénomènes que nous avons observés et pris le temps de nommer et codifier sur nos différents terrains, c'est la marginalisation intellectuelle. Ce phénomène nous permet de questionner plus en profondeur sur les lieux où nous reproduisons, parfois sans même le savoir, les gestes qui excluent, disqualifient et dévalorisent le savoir et la parole d'autrui. La marginalisation intellectuelle est à la fois une cause et un symptôme. Elle participe de façon intrinsèque aux autres processus d'exclusion. Je crois réellement que nous pouvons sérieusement nous poser la question du vivre ensemble, de l'inclusion, de la participation citoyenne, sans regarder très étroitement ce qui donne ou enlève de la valeur à la parole des personnes qui nous entourent. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un à table avec nous pour qu'il et elle soient pris en compte. À chaque moment, on choisit, on inclut, on exclut, on valide, on qualifie, on catégorise. Il s'agit d'un phénomène dynamique et permanent. Mais là où on infantilise et paternalise, souvent sans même s'en rendre compte, il y a marginalisation intellectuelle. Pour y répondre, puisqu'il ne me reste même pas une minute, notre organisation est tournée autour, nous avons tout bâti en fait, nos pratiques terrain, nos projets, nos laboratoires, même notre politique ressources humaines ou notre politique partenariat autour d'une posture éthique, celle de la présomption d'égalité des intelligences. Une posture éthique qui vous propose de présumer pour provoquer, présumer l'égalité de l'autre en tout temps pour provoquer cette même égalité de rencontre. C'est là où on pense, en fait, qu'on peut faire un premier pas pour instaurer une reconnaissance mutuelle. Je n'aurai pas le temps de parler de nos projets concrets. Tout ceci, c'est des dizaines et des dizaines de projets, de laboratoires de recherche, de laboratoires avec de grandes institutions également, où on revoit, où on co-rédige ensemble les différents éléments, entre autres les différents cadres directeurs des institutions, mais où tout d'un coup, on tente, par l'humilité, de s'assurer, en fait, de tisser les points de vue pour s'assurer que ces grandes institutions, bien, elles sont habitées par tous. Je vais terminer par une citation parce que je la trouve trop belle. Citation de Paulo Freire. « Il ne suffit pas que les gens se réunissent dans un dialogue pour acquérir la connaissance de la réalité sociale. Ils doivent agir ensemble sur leur environnement afin de réfléchir sur leur réalité et être transformés par d'autres actions et réflexions critiques. » Merci. Merci.